Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de kiosque. Ravi de vous retrouver. Au sommaire ce dimanche, coup de tonnerre politique dans le Golfe. Le Qatar est mis au ban par l'Arabie Saoudite et par ses alliés. Motif invoqué, soutien au terrorisme. Quelle est concrètement la position de Doha? Un nouvel axe anti-Iran est-il en train de se créer dans la région sous l'influence de Donald Trump? Theresa May se tire une balle dans le pied avec des législatives anticipées. La première ministre britannique voulait se renforcer en vue du Brexit. Mais à 8 jours du début des négociations, son parti perd la majorité absolue. Affaiblie, va-t-elle devoir jeter l'éponge? Et quelle est sa crédibilité pour négocier un Brexit? Les Américains suspendus à ses lèvres, l'ex-directeur du FBI était entendu par la commission du renseignement du Sénat sur les possibles interférences de Donald Trump dans l'enquête sur l'influence de la Russie sur sa campagne. Le président en sort-il affaibli ou au contraire renforcé? La présidence Trump est-elle ébranlée? Coup de vieux, 200 000 ans pour l'Homo sapiens. Notre espèce aurait en fait 300 000 ans. Désormais, le berceau de l'humanité est identifié au Maroc où ont été découverts les restes de 5 individus. Pourquoi sommes-nous fascinés par nos origines? Vaste programme, vaste question auquel on va essayer de répondre avec nos invités, nos kiosqueurs. On commence avec Ana Navarro Pedro, correspondante à Paris de l'hebdomadaire généraliste portugais Visao. Avant cela, envoyée spéciale permanente pour le quotidien Publico pendant 15 ans et déjà à Paris. Philippe Tarl, journaliste à RFI Radio France Internationale, correspondant à Paris pour plusieurs médias britanniques. Vous enseignez également le journalisme bilingue à l'université parisienne de la Sorbonne. Dick Howard, philosophe et politologue franco-américain, enseignant émérite à la Stony Brook University de New York. Vous êtes membre du comité de direction de la revue française Esprit, auteur de Aux origines de la pensée politique américaine en poche chez Hachette et de Marx aux origines de la pensée critique aux éditions Michalon. Et puis Slimane Zeguidour, éditorialiste à TV5 Monde, ancien grand reporter notamment au Proche-Orient. Vous êtes un visage bien connu de nos téléspectateurs fidèles à 64 minutes Le Monde en français. Merci à vous quatre d'être ici en plateau ce dimanche. Merci à vous qui nous regardez. Vous pouvez nous faire part tout au long de l'émission de vos commentaires sur Twitter avec le hashtag kiosque ou alors sur notre page Facebook. Depuis lundi, donc, le Qatar est mis en quarantaine par l'Arabie Saoudite et par ses alliés pour motif de soutien au terrorisme. Un isolement soudain qui fait trembler toute la région, jusqu'à l'Iran, bien sûr. Les explications et les précisions de Laure de Matos. La décision a été officialisée ce lundi à l'aube. L'Arabie Saoudite est la première à l'annoncer. Le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite, exerçant son droit souverain, garanti par le droit international, et pour protéger sa sécurité nationale contre les dangers du terrorisme et de l'extrémisme, a décidé de rompre les relations diplomatiques et consulaires avec le Qatar. Suivront les Émirats arabes unis, le Bahreïn, mais aussi hors du Golfe l'Égypte. Tous rompent leurs relations diplomatiques avec Doha, rappellent leurs diplomates et prennent d'autres mesures de rétorsion sans précédent contre le petit et richissime Émirat. Fermeture des espaces aériens, des accès terrestres et maritimes. Interdiction des voyages au Qatar et d'entrée pour les ressortissants qatariens. Doha est aussi exclu de la coalition militaire arabe qui intervient depuis plus de 2 ans au Yémen, sous commandement saoudien. Ce que les 4 alliés reprochent à l'émir du Qatar, un soutien au terrorisme, Al-Qaïda et le groupe État islamique, et une certaine complaisance à l'égard de l'Iran. Le Qatar a réagi avec colère par communiqué, accusant ses voisins du Golfe de vouloir le mettre sous tutelle et de l'étouffer économiquement. Cette mise au ban est le premier contre-coup diplomatique du sommet de Riyad, où il y a 2 semaines, le président Trump avait désigné un nouvel axe du mal, composé justement de l'Iran et de l'organisation État islamique. Ce lundi matin, les États-Unis, alliés à la fois de Riyad et de Doha, ont appelé les pays du Golfe à rester unis. Des appels au dialogue qui se multiplient de la Chine à la Russie, en passant par la Turquie, sans oublier l'autre grand voisin régional du Qatar, l'Iran. Alors, une région mouvementée, ce n'est pas la première crise de loin. Mais pourquoi celle-ci, Slimane, dit-on qu'elle est grave? Et pourquoi l'Arabie Saoudite a envie de mettre au pal le Qatar, quitte à l'humilier? D'abord, un mot sur la manière de tenter de cette mise au pas. Ce qui frappe, c'est le côté brutal, massif, presque extravagant de cette rupture des relations diplomatiques assortie d'un blocus maritime, terrestre et aérien, c'est-à-dire que les Saoudiens ont recouru contre leurs petits voisins contigus à la plus extrême des mesures diplomatiques. Au-delà de cela, il n'y a que l'entrée en guerre effective. Or,
l'Arabie saoudite, le Qatar, plus les Émirats autour, appartiennent pourtant à un conseil de coopération du Golfe qui a été créé il y a plus de presque 40 ans. Et dans cet organisme, il y a presque 400 sous-commissions qui sont chargées de travailler pour gérer, aplanir le moindre des différends qui apparaît entre eux. Or, voilà que malgré cet organisme collectif auquel tous participent régulièrement, subitement, c'est comme si ces deux pays étaient dans deux planètes différentes et l'Arabie saoudite jette un blocus, verrouille complètement le Qatar. On se demande pourquoi. Parce que tout a commencé en réalité la semaine dernière lorsque le site de l'agence de presse officielle du Qatar a publié ses propos attribués à l'émir Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Il aurait affirmé que l'Iran, qui est la bête noire de l'Arabie saoudite, devait être un allié stratégique et non perçu comme l'ennemi traditionnel et le fauteur de troubles dans la région. Le Qatar fait valoir que son agence de presse a été piratée. Pourquoi le Qatar aurait fait ça ? Qu'est-ce qui explique la réaction aujourd'hui de l'Arabie saoudite ? Alors, le prétexte est venu du fait que l'agence de presse officielle du Qatar aurait publié une déclaration attribuée, déclaration vraie ou apocryphe, peu importe, attribuée à l'émir du Qatar qui aurait dit que l'Iran était plutôt un pays musulman avec lequel il fallait apprendre à composer et à travailler la main dans la main et que le Hamas n'était pas forcément une organisation seulement terroriste. Tout est parti de là. Mais en fait, ce qui se passe, parmi les divers motifs qui ont poussé l'Arabie saoudite à cette solution radicale, encore une fois extravagante, c'est le fait que l'Arabie saoudite, dans sa confrontation avec l'Iran, a envie d'unifier les rangs autour d'elle. Et même dans le petit conseil de coopération du Golfe, où il y a 6 États, le sultanat d'Oman n'est pas dans la coalition. On va voir la carte de la région, on l'a déjà vu tout à l'heure, mais on va la regarder à nouveau. Le Koweït, ce sont des pays qui regimbent, qui ne veulent pas rentrer directement dans l'optique saoudienne de la confrontation directe avec l'Iran. Anna. Alors, juste une petite... sur le piratage de l'agence de nouvelles qui a effectivement permis cette action concertée, le FBI lui-même, après les tweets de Trump qui donnait son appui à la coalition saoudienne, Bahreïn, Émirats, eh bien, le FBI, ça a été peu remarqué, mais a annoncé, il a communiqué que c'était sûrement un piratage de l'agence de nouvelles, que c'était un piratage très probablement par des hackers, des pirates russes, mais disait-il, très probablement à la solde de l'Arabie saoudite ou des Émirats, ou d'Abu Dhabi. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et puis, il y en a d'autres personnes qui relèvent le fait qu'effectivement, une fois que la nouvelle est sortie dans l'agence, 3 quarts d'heure plus tard, les médias saoudiens alignaient 13 personnes en pleine nuit, 13 spécialistes pour les interviewer là-dessus et créer le momentum qui permettrait la mise en place de ce blocus. Et c'est arrivé lundi, Dick. Oui, ben, il y a aussi quand même la visite de Trump en Arabie saoudite, d'une part, mais d'autre parce qu'il frappe absolument. Vous dites qu'effectivement, on est à un pas de l'état de guerre. Et du coup, ce qui me passe par l'esprit, c'est Sarajevo, c'est la Serbie en 14, c'est un petit pays qui tout d'un coup est menacé. Mais la fonction de l'hégémonie américaine, pour laquelle on a dépensé toute notre or, etc., c'était justement pour qu'il y ait une superpuissance qui empêche ce genre de petites guerres, de petites situations guerrières d'exploser. Alors, est-ce que c'est Trump qui voulait ou est-ce que c'est la faiblesse de l'Amérique de Trump qui a permis à l'Arabie saoudite? J'en sais rien, c'est une question qu'on peut se poser. Oui, depuis l'arrivée au pouvoir de Trump, c'est vrai qu'un des pays qui s'est le plus réjoui de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, c'est l'Arabie saoudite. Oui. Or, depuis, effectivement, la presse saoudienne n'arrête pas de faire des éloges, de tresser des lauriers à Trump et à insister sur le fait que grâce à l'élection de Donald Trump, l'Arabie saoudite allait rentrer en grâce à la Maison-Blanche et donc retrouver sa marge de manœuvre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a ce paradoxe que l'Arabie saoudite est en train de pourchasser d'autres pays pour leur soutien au terrorisme. Il y a des groupes djihadistes fanatiques, comme si l'Arabie saoudite ignorait totalement de ces groupes djihadistes. Parce qu'il y a l'excuse du terrorisme, mais il y a la question de l'Iran. Je pense que la main de Donald Trump
est pour beaucoup dans cette histoire, pour la simple raison, vous vous rappelez très bien que lui va instaurer une politique aux États-Unis d'interdire les ressortissants de plusieurs pays musulmans à venir aux États-Unis, et le grand absent de cette politique, c'est quoi? C'est l'Arabie Saoudite. Donc, que cette histoire démarre justement après la visite de Donald Trump dans la région et les États-Unis portent leur soutien à l'Arabie Saoudite, je pense que les États-Unis sont pour beaucoup dans le démarrage de cet enchaînement de ruptures diplomatiques entre ces pays. Mais il y a quand même une chose qui est frappante, c'est que les signaux qui sortent de Washington sont un peu flous, parce que du côté de Donald Trump, vous avez, oui, on est pour le boycott du Qatar, et puis de l'autre côté, vous avez Rex Tillerson qui, lui, dit, non, finalement, il ne faut pas faire le blocage des ports, le blocage aérien de Qatar, il faut quand même trouver une solution assez rapide. Donc, je vois que la position des États-Unis n'est pas très claire non plus dans ce. Et on va regarder cette une avant de continuer à parler. C'est une iranienne du journal Shargh qui nous dit, dans cette guerre des chars, tous les chemins mènent à l'Iran. En l'occurrence, on parlait de Donald Trump. Donald Trump, lors de sa tournée internationale, est allé en Arabie Saoudite, mais aussi en Israël, qui sont les deux grands ennemis dans la région de l'Iran. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un axe qui est en train de se former anti-Iran dans la région? Est-ce que c'est l'Amérique de Donald Trump qui mène cet axe? La question que je me pose, c'est la question de l'hégémonie. Est-ce que ça existe? Ou est-ce que c'est justement depuis l'invasion de l'Irak, finalement, que les États-Unis ont perdu cette capacité de tenir en main la région? Parce que ce n'est pas simplement Trump lui-même. Je crois qu'il y a une structure qui s'est instaurée peut-être depuis 2003 déjà. Et l'hégémonie est une chose qu'on peut décrier d'une part. Je décris souvent les actions de l'Amérique hégémonique. Mais d'autre part, c'est quand même quelque chose qui est capable justement d'aplanir des difficultés. Donc, je veux juste avoir une pensée dans cette histoire pour toutes ces familles qui se trouvent dans cette situation intenable maintenant où vous avez ceux qui ont la nationalité qatari, qui sont sur le point d'être expulsés de leur pays pour rentrer chez eux, qui sont mariés avec des gens d'une autre nationalité qui, eux, ne sont pas obligés de partir, avec les enfants qui prennent la nationalité du père et pas de la mère. Et donc, vous vous rendez compte que toute cette misère qui est en train de tomber sur toutes ces pauvres personnes qui sont pour rien dans cette histoire, à cause d'une guerre, une bagarre entre plusieurs grandes nations. Anna? Je me demande si on peut parler actuellement de l'Amérique de Trump dans le contexte de relations internationales. Je pense qu'on peut parler de la Maison-Blanche de Trump, mais comme Philippe l'avait dit, d'ailleurs, le State Department, le département d'État, a bien demandé une médiation et une solution négociée. Il y a le Pentagone qui a d'abord envoyé un communiqué disant que tout fonctionnait normalement au Qatar, notamment leur grande base, la plus grande base des États-Unis, militaire des États-Unis en Moyen-Orient qui est là-bas. Ensuite, il y a eu les tweets, la tempête de tweets de Trump qui s'arrogeait même l'initiative saoudienne, et le Pentagone a remis une couche en désavouant Trump. Donc, je pense que dans cette affaire, Trump est assez isolé. Et je pense que finalement, est-ce qu'on est en train d'avoir un front anti-Iran, ou est-ce que d'une certaine façon, il y a un bouleversement là assez rapide des alliances au Moyen-Orient? Parce qu'on est en train de voir évidemment le Koweït qui est le médiateur, la Turquie d'Erdogan qui tout d'un coup s'est mis plutôt du côté du Qatar que du côté... Évidemment, ce n'est pas étranger au fait qu'il y a un gazoduc qui va peut-être passer avec du gaz liquide de Qatar via Koweït, jusqu'en Turquie, via la Syrie au milieu. Mais bon, est-ce que voir le ministre iranien des Affaires étrangères iranien qui va à Ankara cette semaine à cause de cette affaire, et voir peut-être des éléments sunnites se rapprocher, c'est peut-être un peu trop gros mot, mais ne pas trop s'éloigner de l'Iran, c'est vrai que dès qu'on parle de le vice de forme à la base de cette affaire, c'est la soi-disant opposition frontale entre sunnites et chiites. Voilà. Si vous demandez à un musulman lambda dans n'importe quel pays musulman quelle est la différence entre un chiite et un sunnite, c'est comme si je demandais à des chrétiens quelle est la différence entre un catholique et un chrétien presbytérien. C'est-à-dire la plupart des gens, et on n'est pas les chiites et les sunnites, ce ne sont pas deux visions du monde qui s'affrontent. Il y a l'Arabie saoudite qui se présente comme une puissance sunnite, et il y a l'Iran qui ne se présente pas effectivement, mais qui est un État idéologiquement chiite. Mais tabler
comme le fait l'Arabie saoudite et certains pays du Golfe, sur une opposition sunnite, chiite, et tenter de composer un front sunnite contre l'Iran, c'est une absurdité stratégique qui ne peut pas marcher et qui met en péril la stabilité des pays arabes du Golfe. Pourquoi? Parce que l'Arabie saoudite a 10% de chiites qui sont ses ressortissants et qui habitent dans les zones pétrolifères. Donc, en fait, le vrai prolétariat saoudien, il est chiite. Le Koweït est un parti où il y a un quart de chiites à peu près. Le Bahreïn est à majorité 75% de chiites. Le Yémen est à 30% chiite. L'Irak, la Syrie, 10% de chiites. Le Liban, 30% de chiites. Donc, tabler sur une opposition chiite, sunnite, c'est s'exposer soi-même, je veux dire, des pays arabes du Golfe, à une guerre civile déjà larvée à l'intérieur de leurs propres frontières. Mais d'autre part, essayer d'exclure l'Iran, c'est absurde parce que l'Iran, à tort ou à raison, a réintégré la communauté internationale depuis qu'il a conclu l'accord nucléaire. Et aujourd'hui, Berlin, Paris, Madrid, Londres se précipitent à Téhéran pour arracher des contrats et rétablir des rapports universitaires, académiques, culturels et sociaux. Donc c'est aller à contre-courant de l'histoire. Est-ce que la question qui se pose aussi, parce qu'on a d'un côté, on l'a vu sur la carte, on a les deux grandes puissances. D'un côté, on a l'Arabie saoudite et puis ses alliés qui sont des régimes autocratiques plutôt. L'Iran qui vient de procéder à des élections. Est-ce que cet exemple, de ce point de vue-là, puisqu'on voit que l'explication religieuse ne fonctionne pas à plein... mais elle est derrière toutes les guerres. Mais est-ce que cette question aussi d'une démocratie en face de régimes autoritaires peut aussi faire peur justement à l'Arabie saoudite? Est-ce que c'est quelque chose qui leur fait peur? En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui leur fait du bien. Le fait que, par exemple, en Arabie saoudite, on soit encore à débattre de savoir si les femmes peuvent conduire des voitures ou pas, et qu'en face, en Iran, on est en train d'organiser des élections qui sont peut-être biseautées, qui ne sont pas transparentes, mais qui néanmoins, sur le principe, si vous voulez, de ce côté-là, l'Iran n'est pas une théocratie, en ce sens que le pouvoir du président ne vient pas de Dieu, mais il vient des urnes, quand bien même ces urnes peuvent être trafiquées et que le régime n'est pas une démocratie. Et effectivement, cette différence entre l'Arabie saoudite, le modèle saoudien, et le modèle iranien, c'est sûr qu'on ne peut, du point de vue de l'opinion internationale, ça ne plaide pas furieusement en faveur de l'Arabie saoudite. Dick. Il y avait aussi quand même, en 2011, il y a eu les débuts d'une révolution qui fait toujours peur. Et donc, il faut considérer que ces éléments démocratiques, société civile, comme on voudra, persistent et font peur à l'Arabie saoudite, d'une part, et d'autre part, à propos, encore une fois, des États-Unis, il ne faut pas oublier qu'après le 11 septembre, il y avait un seul avion qui avait le droit de voler, et cet avion transportait des États-Unis la famille Bin Laden. Quid, qu'en est-il? Ça n'a jamais été expliqué de façon satisfaisante, je crois. Mais ça fait revenir toujours l'éternelle question, à laquelle on ne trouve pas la réponse. Est-ce qu'on réadmet Iran dans le rang des pays acceptables, comme Obama il voulait faire avec la course sur le nucléaire, comme vous venez de dire, la Grande-Bretagne et d'autres pays veulent y précipiter pour signer des contrats? Ou est-ce que, comme Donald Trump veut faire, il veut déchirer l'accord nucléaire en disant Iran, c'est toujours un pays qui sponsorise le terrorisme, et donc il faut le mettre sur le banc des pays non fréquentables. Et je pense que tant que cette question n'est pas résolue, elle n'est pas réglée, on va pas trouver une solution facile à tous les autres problèmes du Moyen-Orient. Question pour conclure sur ce thème, et je vous la pose à vous, Slimane. Vous disiez on est à un pas d'une guerre. Est-ce qu'une guerre dans cette région-là, qui est surarmée, d'où vient quand même encore l'essentiel du pétrole mondial, est-ce que le risque d'un conflit armé est une possibilité? Pour conclure rapidement. Rationnellement, je n'y crois pas. Je dis bien rationnellement, je n'y crois pas. Cela dit, c'est vrai que les pays du Golfe sont les plus gros importateurs d'armes par tête d'habitants. Ils importent tellement d'armes, c'est d'autant plus extravagant qu'on sait qu'ils n'ont pas le personnel technique pour entretenir, faire fonctionner ces armements. En fait, en achetant ces armes, c'est comme s'ils achetaient une police d'assurance. Néanmoins, vu l'aspect irrationnel, je veux dire, quand on suit la presse qatarienne, la presse saoudienne, la manière dont le conflit est mis en discours,
on est vraiment dans le fantasme, on est dans la pensée magique. Et effectivement, un dérapage, je ne crois pas, a priori, mais ça reste de l'ordre du possible. Et on verra comment cette histoire se terminera, si elle se termine et dans quel laps de temps. À signaler aussi que ce dimanche, l'Iran a fait parvenir des denrées alimentaires au Qatar. Les deux sont reliés notamment par un très grand champ gazier, je crois. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, au pari perdu de la semaine. C'est celui de Theresa May. La première ministre britannique avait provoqué des législatives anticipées pour être en position de force pour négocier le Brexit. Résultat, jeudi, elle a perdu la majorité absolue et elle a remis en selle l'opposition. Theresa May n'a pourtant pas fait la moindre allusion à ses déconvenues lorsqu'elle a pris la parole au lendemain de son échec. Et en fait, elle a même créé la surprise en annonçant vouloir former un gouvernement. Je viens de rencontrer Sa Majesté la Reine et je vais désormais former un gouvernement. Un gouvernement qui donnera de l'assurance et conduira la Grande-Bretagne en avant à ce moment critique pour notre pays. Ce gouvernement guidera le pays à travers les négociations cruciales du Brexit qui commencent dans tout juste 10 jours et aboutiront au souhait des Britanniques de sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne. Il travaillera à garder notre nation sûre et sécurisée en mettant en place les changements que j'ai présentés après les épouvantables attaques de Manchester et Londres. Alors après David Cameron, Theresa May, quelle est cette manie des premiers ministres conservateurs britanniques à se tirer une balle dans le pied? C'est parce que je pense qu'il faudrait qu'ils virent tous leurs conseillers qui, a priori, à mon avis, sont incapables de leur donner les bons conseils. Bon, on est dans une situation quand même un peu loufoque, je ne cache rien, parce qu'après l'élection de jeudi, Theresa May, qui voulait consolider son avance d'avoir une majorité plus ferme dans le Parlement, l'a perdue. Donc elle a un peu perdu ses élections alors qu'elle est toujours au pouvoir. Alors que Jeremy Corbyn, lui, que tout le monde disait, c'est le chef du Parti travailliste, un has-been perdant, un homme de passé qui n'a aucune chance de gagner, a quand même fait une excellente campagne qui a très bien réussi. Donc là, on peut en quelque sorte gagner ces élections, mais il n'est pas au pouvoir. Donc, comprenne ce qu'il voudra de la situation. Et l'autre chose, c'est que maintenant, Theresa May qui voulait renforcer sa position pour mener ce que tout le monde appelle un Brexit dur. On ne comprend pas trop ce que c'est qu'un Brexit dur parce que personne ne nous a expliqué de quoi il s'agit par rapport à un Brexit soft. Maintenant, elle a dans son propre parti ceux qui sont pour le Brexit, un Brexit dur, ceux qui sont pour le Brexit, un Brexit soft, ceux qui sont contre le Brexit, et il faut qu'ils les réunissent tous pour avoir une position unie pour aller voir les dirigeants de Bruxelles à partir de lundi de la semaine prochaine pour commencer à négocier la fameuse article 50 de départ de la Grande-Bretagne. Et sans une majorité absolue désormais Donc elle est en Parlement. position de faiblesse, et déjà dans son propre parti, on compte les jours avant qu'elle soit poussée à la démission et on demande qui va prendre sa place. Bah, écoutez, moi... Comme vous avez montré aux gens, j'avais écrit aussi un livre jadis sur Karl Marx. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le retour ou la remontée de Jeremy Corbyn et plus largement les trois vieux gauchistes, Sanders, Mélenchon, Corbyn. Qu'est-ce qui pousse la jeunesse à aller voter pour ces gens-là? Qu'est-ce qui explique? Et qu'en est-il de nos démocraties finalement, nos démocraties représentatives? Comment se fait-il que les partis politiques n'arrivent pas à motiver, à donner aux gens des idées d'une politique qui pourrait poursuivre au lieu de simplement protester et rêver d'un passé qui on ne va pas refaire. On est au centenaire de la révolution de 1919. Mais ils ne rêvent pas d'un passé, ils rêvent d'un avenir qu'ils n'ont pas. Et ils rêvent de justice sociale qui n'existe plus. C'est extrêmement violent aujourd'hui, le monde du travail, la tentative d'entrer dans le monde du travail. C'est tellement violent qu'exactement quand un Corbyn ou un Bernie Sanders leur parle d'un autre monde, qui en plus, pour les jeunes, il n'y a plus la peur du socialisme comme il y en a eu pour les autres générations pendant la guerre froide. Et donc, cette peur n'existe pas, ils ne savent pas ce que c'est et ils se disent, ce monde qui me promet une santé, une école qui peut être payée, que je peux faire mes études et une retraite digne, c'est un monde qui me convient. Slimane. Mais Nick a fait une observation que je trouve intéressante et qui me paraît même
une vraie question. Est-ce qu'on a vu un phénomène dans nos élections françaises, c'est-à-dire le recul des partis en tant qu'entité, en tant que moteur de la vie démocratique? C'est-à-dire un grand parti avec une direction collégiale. Je me demande si on n'assiste pas à un début d'érosion et de disparition progressive des partis au profit d'une manière de déléguer le pouvoir sur la base, non pas à travers un parti, mais à travers une figure, une personne, une image. Alors, cette figure, si on revient à la question du Royaume-Uni, cette figure, c'est Theresa May, et aujourd'hui, elle est complètement fragilisée. Oui, alors je vais vous expliquer pourquoi Corbyn a tellement bien réussi, alors qu'elle n'a pas réussi du tout. Alors, est-ce qu'elle pensait qu'elle allait... Ça devait être une promenade de santé. Elle avait quand même 20 points d'avance dans les sondages au moment où elle a dit que je vais appeler aux urnes les Britanniques pour la troisième fois en 2 ans. Donc, elle a fait une très mauvaise campagne. Elle a fait plusieurs bourdes. Elle a annoncé un taxe, par exemple, sur les personnes âgées qui avaient besoin de soins, qui avaient une maladie d'Alzheimer, qui sont obligées de vendre leur maison après leur décès pour payer les soins. Ça a été absolument rejeté par tout le monde. Elle n'est pas allée à un débat télévisé en disant « j'irai pas, j'ai pas besoin d'y aller ». Donc tout le monde y était sauf elle. Et puis elle a donc fait une mauvaise campagne arrière en disant « j'appellerai jamais aux gens de venir voter pour les élections anticipées ». Eh bien, elle l'a fait. Donc les gens ont dit « on ne peut pas avoir confiance en Theresa May ». Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, pour Jeremy Corbyn, que tout le monde, comme je disais, tout le monde disait il n'a aucune chance. Et de toute manière, après les élections, il s'est évincé du Parti travailliste parce qu'il est complètement incompétent. Il a fait une très bonne campagne et il a eu le soutien des jeunes, justement. Et il a aussi un autre phénomène en Grande-Bretagne qui est en train de changer, c'est que les journaux, la presse populaire, qui est à majorité à droite et qui a dit depuis le début Jeremy Corbyn, c'est une catastrophe, c'est quelqu'un qui soutient le terrorisme, quelqu'un qui va ruiner l'économie, c'est quelqu'un qui ne comprend rien. Ben, les gens commencent à dire, mais la presse tabloïd de droite est en train d'être injuste avec lui. Maintenant, on a les réseaux sociaux, on va envoyer des informations entre nous, les articles qu'on aime bien, et quand ça vient d'un ami, publie un article et il dit que cet article est bien, les gens le lisent plus qu'ils achètent un journal où ils ne sont pas sûrs de la vérité du journal. Puisque vous parlez de la presse, on va regarder cette une qui date d'aujourd'hui, de dimanche. Theresa May est contestée, y compris maintenant dans son propre camp et depuis jeudi. En une de l'hebdomadaire dominical The Sunday Times, 5 ministres presse Boris Johnson a renversé Theresa May. On pensait au lendemain de l'élection qu'il y avait une alliance avec le parti nord-irlandais. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, il y a encore des négociations. Mais en réalité, la question qui se pose, c'est est-ce qu'elle va se maintenir ou est-ce qu'il va y avoir un putsch de l'intérieur? Non, elle est là, mais en sourcil. Ses jours sont comptés. Elle veut faire comprendre ou croire que rien n'a changé, c'est business as usual. Elle est repartie au numéro 10 Downing Street pour mener la bataille pour le Brexit. Mais dans son propre parti, elle est tellement affaiblie qu'on se dit, quand elle va se trouver devant les dirigeants européens, alors elle était en position de force. Maintenant, ils vont lui dire, mais écoutez, je suis désolé, mais vous avez eu les élections, vous étiez désavoué par vos électeurs, vous n'êtes plus en position de force pour demander un Brexit. Et ces négociations démarre dans 8 jours. Donc on est à 8 jours, on ne sait pas si c'est Theresa May qui va y aller, si c'est Boris Johnson, on ne sait pas qui va y aller. Mais est-ce qu'elle va tenir le coup longtemps? Là, peut-être qu'elle peut durer 6 mois, elle peut durer 2 ans. Il faut déjà qu'elle arrive à former un gouvernement. Pour l'instant, ça n'est pas formellement fait encore. La question qui se pose dans tous les cas, c'est quel que soit le Premier ministre, après le résultat de cette élection qui change l'équilibre au Royaume-Uni, c'est quel Brexit va pouvoir être négocié. Boris Johnson, Premier ministre de la Grande-Bretagne ou de l'Angleterre, franchement, on a déjà les 4 cavaliers de l'apocalypse sur Terre en ce moment avec Erdogan, Trump, Poutine et le président chinois. Et maintenant, Boris Johnson, ils n'ont pas besoin de renfort. J'espère que non, Philippe. Mais sur le Brexit, sur la question du Brexit, parce que c'est quand même, on analyse toujours ce qui se passe maintenant au Royaume-Uni en fonction de ce Brexit. C'est une grosse négociation qui va démarrer. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être un Brexit plus dur ou un Brexit moins dur? Le Brexit dur, je pense qu'il est moins enterré. Parce que, pour la simple raison que Theresa May est affaiblie, et donc les gens qu'elle était pour un Brexit, on ne sait pas trop, parce qu'elle n'a jamais vraiment expliqué comment elle allait faire. Mais la question est, est-ce que nous restons membres du marché unique? Et si oui, est-ce qu'on va
pouvoir ne pas en même temps accepter la libre circulation des citoyens européens. Alors, Theresa May, elle a dit on va quitter la zone douanière, on va quitter le marché unique, on quittera évidemment, on n'acceptera plus la libre circulation. C'était le point clé du référendum sur le Brexit. Mais Jeremy Corbyn, lui, il veut rester dans le marché unique, mais lui aussi, il ne veut pas accepter la libre circulation. Donc, il y a des nuances. C'est une négociation à souk qui va commencer, je pense, lundi de la semaine prochaine, entre Theresa May et les dirigeants européens. Mais l'Europe a été renforcée depuis le Brexit l'année dernière. Je vous ai fait ça très brièvement, mais l'année dernière, la Grande-Bretagne, en faisant ce référendum, disait nous, on est en position de force parce que l'Union européenne est en train de disparaître, est en déclin. Depuis un an, qu'est-ce qu'on a vu? L'Union européenne, avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, a renforcé l'axe franco-allemande. La croissance revient petit à petit. En Grande-Bretagne, déjà les effets du Brexit commencent à se sentir avec la chute du livre sterling. Les investisseurs peut-être hésitent plus à investir en Grande-Bretagne qu'en Europe. Et donc, la donne a un petit peu changé. Donc, la Grande-Bretagne est nécessairement obligée de négocier un Brexit un peu moins dur qu'il ne voulait au début. Une chose est de négocier le Brexit dans quelque forme que ce soit. Autre chose est de le faire avaler par le public, parce que là, je reviens à cette question, soit de partis politiques, soit de rêver au passé, au lieu, justement, d'imaginer un avenir. Et je ne sais pas comment ça va se tourner, mais en tous les cas, le problème aujourd'hui, me semble-t-il, c'est le rapport entre, disons, le haut et le peuple. Et le parti politique était censé faire cette médiation. Est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait prendre forme? En tous les cas, quand je critique les trois vieux et leurs rêves, où nous sommes au centenaire de la Révolution russe, je crois qu'on a vu que ce socialisme-là, en tous les cas, ne marche pas très bien. Et puis, il y a quelque chose d'étonnant dans la discussion en Grande-Bretagne sur le Brexit. C'est comme s'ils pouvaient dicter leurs conditions et il n'y avait pas une négociation, il n'y avait pas l'Europe de l'autre côté, l'Union européenne de l'autre côté avec laquelle discuter. C'est comme s'ils pouvaient imposer leurs conditions et choisir ce qu'ils... Mais ça c'est parce qu'ils ont toujours eu un coup d'avance. On dit qu'ils sont sortis de l'Europe, mais ils n'y étaient jamais vraiment entrés. On est bien d'accord. Ils n'avaient qu'un seul pied. Mais ils étaient suffisamment entrés pour nous empêcher de faire un tas de choses. Ils n'avaient jamais mis tous leurs œufs dans le panier européen. Oui, mais ils nous ont bien embêtés. Ils veulent continuer à nous embêter. C'est comme ces maris très, très antipathiques qui, après un divorce, veulent garder les clés de la maison et rentrer, mais on est d'accord, etc. mais le traumatisme, il est beaucoup plus chez les Européens que chez les Britanniques. Philippe, on va laisser conclure le Britannique autour de la table. Il y a quelque chose qui est très important. Je pense que le Brexit n'était pas le point clé de ces élections. Qu'est-ce que les gens ils veulent? Ils veulent une école qui fonctionne, ils veulent un service de santé qui fonctionne. Ils ont peur des coupures qui ont été introduites par le parti conservateur depuis quelques années, les réductions d'effectifs partout. Ils veulent une police effective dans les rues et donc ils veulent être en position de sécurité vis-à-vis d'un attentat terroriste. Tout ça, je pense, a joué beaucoup plus dans cette élection que le Brexit. Les gens acceptent le fait que Brexit, il y aura un Brexit. On ne sait pas trop comment, mais ça marchera. Donc c'est plus d'actualité. C'est d'actualité, mais c'est de deuxième importance. Les attentats terroristes, je pense qu'ils ont joué d'une certaine manière dans le résultat de cette élection. Et je pense que franchement, Theresa May a fait une très mauvaise campagne et Jeremy Corbyn, lui, a fait une très bonne campagne et il a su jouer quelques arguments face à Theresa May pour lesquels elle n'avait pas de réponse et voilà le résultat. Et presque un an après ce vote sur le Brexit qui avait ébranlé les Britanniques, le monde aussi qui avait été perçu comme un petit choc quand même en Europe. On va fêter ce premier anniversaire et les négociations démarrent. Ça sera dans 8 jours, on l'a dit. Je vous propose qu'on avance et qu'on se tourne maintenant de l'autre côté de l'Atlantique vers chez vous, Dick, puisque c'est un rendez-vous que la presse américaine a comparé largement au Super Bowl tant il a suscité d'intérêt aux États-Unis. Près de 20 millions d'Américains se sont retrouvés jeudi devant leur télévision, parfois dans des bars, pour suivre l'audition du directeur du FBI, James Comey, devant la commission du renseignement du Sénat. Question dont tout le monde voulait connaître la réponse. Le président Donald Trump a-t-il tenté de faire entrave à la justice, qui est un délit, dans l'enquête sur les liens entre son équipe de campagne et la Russie ?
Je ne pense pas que ce soit à moi de dire si la conversation que j'ai eue avec le président était une tentative d'obstruction. J'ai considéré que c'était très dérangeant, très inquiétant, mais c'est une conclusion sur laquelle je suis certain que le Conseil spécial travaillera pour découvrir quelle était l'intention derrière cela et si cela constitue un délit. J'estime que j'ai été renvoyé à cause de l'enquête sur la Russie. J'ai été renvoyé de manière à changer ou tenter de changer la façon dont était menée l'enquête sur la Russie. C'est un très gros problème. Et bien que la loi ne requiert aucune raison pour renvoyer un directeur du FBI, le gouvernement a choisi de me diffamer, moi, et plus important, de diffamer le FBI lui-même, en disant que l'organisation était en désordre, qu'elle était mal gérée, que les équipes avaient perdu confiance dans la direction. Ce sont des mensonges purs et simples. Des mensonges purs et simples. Et pourtant, que faut-il penser de cette audition? Dick, est-ce qu'on en sait vraiment plus? Est-ce que les lignes ont bougé aux États-Unis chez vous? Est-ce que les lignes ont bougé? Non, ça va continuer. Tout le monde pense impeachment, mais il faut se souvenir de l'impeachment. La destitution, cette procédure très spécifique. D'acculer le président à se démettre dans le cas de Nixon, par exemple. Mais il faut pas oublier que ces choses-là, ça prend du temps. C'est pas un jugement d'une cour quelconque, c'est un jugement politique, ça prend du temps. Il y a un procureur spécial maintenant qui a été nommé, et du coup, il va interroger des gens sous serment. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils vont se contredire, etc. Mais revenons à ce qui est important. Comey, qui était cet homme et pourquoi les gens étaient intéressés? Comey avait été déjà un fonctionnaire au département de justice sous Bush. Et il y a eu un épisode très connu à tous les Américains où Bush Jr. Voulait justement raffermir le système des interrogations sous méthode spéciale. Et il a envoyé deux de ses hommes chez le procureur général qui était hospitalisé pour le convaincre de signer un papier. Comey a entendu parler de cette affaire, il est sauté dans sa voiture, il est arrivé avant les deux envoyés de Bush, il a empêché cette transaction. Du coup, il est considéré comme un homme honnête, un homme de justice. Or, deuxième épisode, il est maintenant en fonction de nouveau au moment de l'affaire des écoutes russes. Et là, il va d'abord faire une investigation sur Hillary Clinton et au mois de juillet, il va dire non, il n'y a eu rien de grave chez elle, mais quand même, elle était irresponsable de faire ça. Mais il dit, j'arrête. Est-ce que ce que vous nous dites, c'est qu'il a fait entrer le FBI dans la sphère politique et que c'est une erreur et qu'en ça, il est responsable? C'est une erreur qui a probablement coûté l'élection à Mme Clinton lorsque, 10 jours avant l'élection, il a dit « Ah, il y a quand même quelque chose, je vais faire des investigations à nouveau. » Donc, bon, ça pour si vous voulez, la mise en scène. Maintenant, deux choses. Est-ce qu'il s'agit de Trump ou est-ce qu'il s'agit des interférences russes? Et la manière dont comme est présentée cette affaire, ça tournait autour des Russes, justement. Il n'a pas cherché à inculper le président. Est-ce qu'on peut même dire qu'il l'a disculpé dans son audition? Non. À aucun moment, il ne dit « Oui, Donald Trump m'a demandé d'interrompre cette enquête ». C'est le contraire qu'il dit. Non. Ce n'est pas à moi de le dire. Voilà. Exactement. Il a encouragé la nomination d'un procureur spécial pour poursuivre l'affaire. La grosse déception dans cette histoire, c'est que, ayant regardé ce témoignage, on est sorti de là sans vraiment plus au courant de ce qui s'était passé. On a quelques éléments supplémentaires, mais ce que tout le monde attendait à ce que, oui, le président m'a demandé de mettre la pression, etc. Bon, voilà, ça, il n'a pas dit. Mais en disant, ce n'est pas à moi de le dire, s'il a essayé de mettre une entrave à la justice, il n'a pas dit, il n'y a pas lieu de l'accuser d'avoir voulu mettre un empêchement à la justice. Donc, il laisse quand même un doute. Et j'en profite justement pour poser la question, est-ce que c'est vraiment pas la première fois où on voit un chef de l'exécutif, c'est-à-dire un chef de l'État, en difficulté et à couteau tiré avec les services spéciaux de son propre pays, c'est-à-dire avec le FBI, avec la CIA et avec la communauté du renseignement américaine
Trump est plutôt en difficulté avec eux et en relation et j'irais même plus loin, est-ce qu'il est devenu... de méfiance. Est-ce qu'on peut gouverner un pays comme l'Amérique? Slimane, est-ce qu'il s'est même mis une cible autour du cou en s'en prenant au service de renseignement, à ses services de renseignement, quand il y a une enquête comme celle-là? Oui, mais du coup, lui et les siens parlent de l'État profond. Qui interviendrait, de même que dans des pays du tiers-monde, de même aux États-Unis, il existerait un État profond qui empêche, etc. Je pense que là, les présidents américains ont eu des problèmes avec leurs services. En même temps, je crois qu'il y a eu l'affaire Nixon. Ça, c'est le Watergate. Il y a cette affaire-là. Et dans les deux cas, ce qui est intéressant, c'est que, surtout avec Trump, quelle est sa conception de la politique? C'est un magnat de l'immobilier. L'immobilier, je vous fais une offre, mirobolant, vous acceptez ou non, ou on négocie tous les deux. Mais en politique, il faut toujours penser, il y a une tierce personne, il y a le temps qui joue, et donc Trump ne prend pas ça en considération. On a parlé du Qatar au début de cette émission. On a mentionné le fait que la base la plus importante des États-Unis au Proche-Orient, c'est au Qatar. Je doute que Trump y ait pensé une seconde. Je doute. Ça veut dire aussi qu'il ne consulte pas assez ces conseillers qui sont payés pour le conseiller et les services de renseignement. Actuellement, il y a 533 postes à pourvoir au sein de l'exécutif. C'est-à-dire des postes qui demandent d'être confirmés par le Sénat. Il y a 110 nominations. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent royalement. Il ne demande pas conseil parce qu'il dit, c'est époustouflant, il dit, je suis intelligent, je n'ai pas besoin de conseil. Anna? Oui, pour revenir à la prestation de Comey, il y a une chose sur la forme, il y a quelque chose qui me frappait. Il était très conscient de parler pour un très vaste public et pas que pour ses pairs. Et donc le langage, la narrative et la démonstration qu'il a faite étaient pour le vaste public. Il a effectivement parlé d'une façon extrêmement intelligente en laissant en ouvert et en appuyant fortement l'idée qu'il faut poursuivre l'enquête avec le procureur spécial. Et troisièmement aussi, je crois qu'il a laissé en ouvert, même s'il n'a pas accusé Trump, il a laissé en ouvert la question des enquêtes sur ce qui se passe réellement. Parce que quand on se focalise sur le Watergate comme point de comparaison, on se focalise sur ce qui était le Watergate. C'était plus important à l'époque ce que Nixon avait fait pour couvrir ses méfaits que les méfaits eux-mêmes. Et maintenant, on a des soupçons très graves concernant l'entourage de Trump, voire Trump pour certains médias américains, dans ses relations avec le Kremlin. Oui, et donc, le crime me semble extrêmement Si je vous grave. paraphrase Anna, en fait, le vrai problème, c'est qu'il pourrait s'agir en fait d'un lien entre une puissance étrangère et la sécurité du pays. Et c'est ce qu'on a un petit peu perdu de vue jeudi lors de l'audition de... Exactement. Exactement. C'est ça? Je crois que c'est ça le gros problème, finalement, c'est le problème politique. Et si on poursuit par la voie judiciaire, qu'est-ce qu'on va découvrir? Bon, aucun constructeur de bâtiments, etc., à New York, n'a pas eu affaire avec la mafia, n'a pas eu affaire avec des finances. Certainement, vous ne faites pas de l'immobilier sans l'assentiment des syndicats qui sont... Bon, il a certainement emprunté de l'argent à Tire-Larigot, aux pays arabes, en Chine, en Russie. Etc. Alors, si on poursuit la voie judiciaire, ça va durer très longtemps, ça va découvrir des choses et ça va paralyser le gouvernement. Il n'y a pas de précédent à une situation pareille, non? Est-ce que Donald Trump va témoigner sous serment? Parce qu'on a demandé hier. Il a dit qu'il le ferait. Il a dit oui. C'est sa réaction. Est-ce que c'est possible, ça? Est-ce qu'il le fera? C'est ça. C'est possible? Ça, c'est intéressant. Il va devoir s'en sortir d'une manière ou d'une autre, mais comment il va le faire, je n'en sais rien. Il peut dire, en gros, que c'est une affaire de l'exécutif et qui ne concerne que l'exécutif. C'est ce qu'on appelle executive privilege. Mais du coup, c'est un peu comme l'autre voie de sortie, c'est la plaider le 5e amendement. C'est-à-dire, on ne peut pas s'inculper. Mais si je dis je ne peux pas m'inculper, ça veut dire que j'ai quelque chose à me reprocher.
On va regarder cette une folle journée au Capitole. Oh mon Dieu, c'est le titre du quotidien américain New York Post, selon lequel le camp de Donald Trump, le voilà qui arrive. Donc, oh mon Dieu, une folle journée au Capitole. Et donc, on peut y lire en petit en bas, ça n'aurait pas pu mieux se passer d'après le camp de Donald Trump. Tu vas bien pour lui ? Pour Donald Trump, non, je ne pense pas. Je pense qu'on est face à un scandale après un autre scandale. On est compte, ça, pour l'instant, il n'est pas inquiété directement. Depuis le 20 janvier, il est élu. Moi, ça fait longtemps que je couvre la politique. Je n'ai jamais vu autant de scandales qui ont collé à la peau d'un président américain après seulement 5 mois au pouvoir. Donc, c'est quand même quelque chose. On se dit, bah, dis donc, si c'est après 5 mois au pouvoir, on est déjà embrouillé dans tellement de scandales aux États-Unis, comment ça va être d'ici 3 ans ? Donc, est-ce qu'on s'attendait peut-être à un coup de tonnerre un peu plus grand jeudi avec l'audition de James Comey ? Pour l'instant, il s'en sort relativement bien, Donald Trump. Il aurait pu être mis en pause plus directement. Mais rien n'est réglé. C'est une pause. Les problèmes continuent. Et il ne fait rien lui-même, Donald Trump, pour apaiser, aplanir et répondre aux questions légitimes qui lui sont posées. Et moi j'arrive même à me poser la question, est-ce que, à ce rythme, avec tous les conflits qu'il suscite autour de lui depuis qu'il est élu, est-ce qu'on peut tenir les États-Unis pendant 4 ans avec un comportement aussi intempestif? On va répondre à cette question avec vous. Le Watergate, c'est vraiment dérisoire à mes yeux comparé à ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. C'était une déclaration cette semaine de l'ancien directeur du renseignement américain James Clapper. Est-ce qu'en effet, aujourd'hui, les États-Unis sont en train de démarrer un des scandales politiques les plus grands de ces dernières décennies? Est-ce qu'aujourd'hui, on en a confirmation? Il y a des scandales qui concernent la politique étrangère, d'une part, et d'autre part, il y a la question de la gouvernementalité. Ces 533 postes auxquels je viens de faire allusion, c'est pas rempli d'une part parce que Trump ne prend pas la peine de trouver des gens, mais d'autre part, il y a quand même des gens, j'allais dire honnêtes, ou des gens du moins qui pensent à leur réputation, pensent à leur avenir et qui ne sont pas prêts à embarquer dans ce bateau. Je suis étonné par contre par le Congrès républicain qui pour l'instant reste uni autour de cet homme malgré tout ce qu'on peut lui reprocher. Est-ce que c'est tout simplement parce que leurs constituants ou les lobbies ou je ne sais pas trop quoi les poussent en cette direction, mais l'opportunisme des hommes et femmes politiques m'étonne. On a eu d'autres exemples dans d'autres pays, par exemple celui-ci. Est-ce qu'il y a eu un précédent comme ça dans l'histoire des États-Unis avec un président pour conclure, aussi polémique et aussi fantasque? Oui, il y a celui qui est son modèle et qui était le modèle pour Herman Melville dans son grand roman Moby Dick. C'est Andrew Jackson. C'est Andrew Jackson qui est un peu le modèle consciemment imité par Donald Trump. Si vous voulez. Et je propose du coup qu'on se replonge tous dans Moby Dick. C'est une excellente raison de relire ce bouquin. Moby Dick, c'est un livre qui a quelques décennies, mais je vous propose qu'on aille beaucoup plus loin. Puisque là, je vous regarde, vous m'avez l'air très jeune, mais sachez que tous ici autour de la table, on a pris un coup de vieux de 100 000 ans cette année. Les restes de 5 individus ont été découverts au Maroc. Ils bouleversent les origines d'Homo sapiens. Regardez. Plus de 300 000 ans et toutes ses dents. Une mâchoire fossilisée dans un état parfait qui vient de donner un coup de vieux à l'être humain. Un événement majeur car le plus vieux spécimen d'Homo sapiens connu jusqu'à présent n'avait que 200 000 ans. Nous avons procédé à la datation avec une méthode appelée thermoluminescence qui a révélé que le crâne de l'Homo sapiens trouvé avait près de 300 000 ans. Des hommes primitifs, étrangement modernes, si ce n'était pour leur crâne un peu plus petit et un peu plus plat, ils pourraient se fondre parmi nous. Le site marocain est inhabituel pour une telle découverte et bouscule sur la question de nos origines. Notre idée, c'est que le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Mais c'est tout le continent africain. C'est-à-dire, s'il y a un jardin d'Éden, c'est un jardin d'Éden de la taille d'un continent. Des fouilles qui pourraient changer beaucoup de choses. Un Homo sapiens plus vieux aurait pu cohabiter avec d'autres espèces d'hommes comme les Homo erectus, remettant ainsi en cause notre vision linéaire de l'évolution humaine.
Anna, c'est le genre d'information qui vous intéresse, qui vous fascine? D'abord, toujours et moi dans ce bas monde, évidemment. Là, c'est nos ancêtres. On est bien curieux. Et puis, deuxièmement, que ce soit été découvert au Maroc, c'est très curieux dans le climat d'islamophobie, qui est souvent un climat d'arabophobie. Aujourd'hui, dans le monde, que l'homo sapiens soit né dans un pays c'est comme l'histoire du premier président noir à la Maison-Blanche. Il y a quelque chose de revanche de l'histoire. Alors, non seulement, ça, on le savait, l'homo sapiens est africain, mais alors en plus c'est un migrant, Slimane. Puisqu'on pensait que le premier était en Afrique de l'Est, et puis finalement on se rend compte qu'il était aussi au Maghreb. Oui. Il est dommage que les obsessions identitaires qui montent un peu partout n'aillent pas aussi loin dans le passé, dans la recherche des origines, et que les gens sont obsédés par leurs origines purement ethniques, linéaires, régionalistes. Et c'est vrai que quand on a une découverte comme celle-ci, ça rend tellement dérisoire les quêtes absurdes de rechercher les ancêtres, la pureté de telle ou telle souche ethnique. Alors, puisque vous parlez de pureté et de souche ethnique, c'est très à la mode en ce moment. Il y a ces entreprises de généalogie génétique qui fleurissent. Elles font fureur, notamment aux États-Unis, mais déjà aussi un peu en Europe. L'idée, c'est de vous aider à découvrir quelles sont vos origines ancestrales. Donc là, on découvre que vous, Philippe, vous êtes en partie britannique, mais peut-être aussi maghrébin, peut-être aussi... Si on remonte dans le temps, on est tous, je pense, de la même origine. Il faut monter d'ailleurs 300 000 ans. Mais ce qui prouve deux choses. D'abord, que tout ce qu'on avait assumé avant, enfin cru avant, pas en fumée, parce que là, on découvre quelque chose qui est quand même 100 000 ans de plus. C'est pas rien, 100 000 ans. Et que l'homme est quand même quelqu'un, est une espèce qui bouge, qui déménage, qui marche, qui va dans le monde. Quand est-ce que l'homme est monté en Europe pour la première fois? On a une espèce qui vient des pays chauds, parce qu'on porte des vêtements, parce qu'on n'aime pas trop l'hiver froid. Donc évidemment, le berceau de l'humanité, je pense que c'est un pays chaud. Moi, je pensais que c'était un peu plus dans le sud, vers le centre de l'Afrique. Mais on le découvrira peut-être encore. Voilà, mais et puis c'est vrai que l'Afrique est devenue, suite à cette découverte, vraiment une musée, une jardin zoologique de l'homme, avec toutes ces espèces différentes qui sont multipliées entre eux pour créer l'homme qu'on est aujourd'hui. Donc c'est vraiment fascinant. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on pense à ces tests génétiques, etc., finalement, ça entretient l'idée d'une race qui est une fausse idée et qui peut être dangereuse. Dick, pour conclure. Cette idée d'une race génétique, race sociale, race, comment ça fonctionne. Tout ce que ça m'inspire, cette découverte, c'est deux choses. D'une part, on parle beaucoup de nos temps du transhumanisme. Tandis que là, au contraire, on revient à toute autre chose. Et puis finalement, pour ceux qui nous regardent du continent nord-américain, je conseille à une pièce qu'on a vue récemment à Broadway qui s'appelle 6 degrés de séparation et qui tourne justement autour de cette question des races. Et en gros, le titre de la pièce indique la thèse que nous sommes tous parents. Il y a 6 degrés de séparation entre nous, pas plus, pas moins. Voilà, j'espère que tout ça nous aura permis de prendre un petit peu de recul sur nous-mêmes, puisque vous le soulignez, Anna, on pense beaucoup à nous, les humains, en permanence. On va revenir un peu sur les thèmes qui nous ont occupés cette semaine avec Dilemme. Dilemme qui nous fait son résumé de l'actualité, qui revient sur ces 3 grands thèmes. On commence par les législatives au Royaume-Uni sur fond de terrorisme, avec 7 fausses alertes au Downing Street. Et ce policier nous dit, non, pas de fausse alerte, c'est juste Theresa May qui s'est tiré une balle dans le pied. Aux États-Unis, le témoignage de l'ex-directeur du FBI contre le président, ça aussi on en parlait, Donald Trump, ici vous le voyez, le petit oiseau de Twitter à la main, prêt à presser la détente, ils ne mourront pas vivants, déclare-t-il. Et puis sur la crise dans le Golfe, ce premier dessin, l'Iran visé par un double attentat, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais l'Iran qui donc aurait trop joué avec le feu. Hezbollah, demande le guide suprême, tu brûles, lui répond ce terroriste du groupe État islamique. Deuxième dessin, le Qatar aurait financé des terroristes. Désolé, je croyais qu'Aboubacar al-Baghdadi, le chef du groupe État islamique, était un joueur du PSG, déclare l'émir, sponsor de l'équipe de foot parisienne. Et enfin, un troisième dessin, face au blocus, les Qataris stockent des provisions. On fait le plein de produits de première nécessité, nous explique ce personnage entouré, vous le voyez, de grandes marques de luxe. Voilà, de quoi terminer cette émission dans un grand sourire. Merci à Dilemme, merci à vous 4 pour votre présence, merci à vous qui nous regardez.
On se retrouve dimanche prochain. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Comme toujours, faites-nous part de vos commentaires, de vos questions. À dimanche prochain, donc excellente semaine.